On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Deuxième jour d'Interclimat pour ce nouveau rendez-vous. On réinvente l'eau chaude en direct du salon Interclimat. La rédaction de Génie Climatique Magazine a voulu s'intéresser à ces nouveaux modes de consommation, cette tendance de l'abonnement, de la location du confort thermique, plutôt que la possession des équipements. Et nous avons réuni autour de cette table deux industriels qui ont franchi le pas. Il y a Laurent Roget, le directeur général d'Airwell. Bonjour. Bonjour. Avec votre offre de leasing dans le tertiaire, on en reparlera évidemment. Et Thomas Guigui de la start-up Boostit, qu'on ne présente plus. Boostit et sa chaudière thermodynamique révolutionnaire. Vous avez eu l'idée de louer directement au client final cette fameuse chaudière. Bonjour Thomas. Bonjour. Et puis pour nous intéresser à cette mouvance, bien sûr en France, mais aussi en dehors des frontières hexagonales, avec nous Arthur Joannick, analyste chez Delta EE, Delta II, on ne sait plus. Voilà, on est international aujourd'hui. Bonjour, bonjour Arthur. Merci, bonjour un petit peu. Ma première question sera pour vous, Laurent Rogel. Qu'est-ce qui a poussé un groupe comme Airwell à se lancer dans le leasing? Qu'est-ce qui a été votre première motivation? Bonjour. Donc, cette volonté vient d'une analyse qu'on a commencé à réaliser il y a déjà quelques années sur l'évolution des besoins des consommateurs. De manière, on ne va pas repartir sur l'histoire d'un groupe Airwell. Airwell était un leader en Europe, a perdu ses parts de marché, a fait quelques erreurs, etc. Donc on a essayé de reconstruire, de réfléchir à la manière dont il fallait se relancer sur le marché, et en essayant d'analyser vraiment le besoin du marché, de l'évolution, et comment le consommateur, le client final, pas le consommateur, la chaîne interne distribution, bureau d'études, architecte, etc. réagit, mais comment le client final réagit et évolue par rapport à l'identification de ses besoins. Et on s'est évidemment rendu compte que le fameux consommateur 3.0, le nouveau consommateur, comme vous le disiez, pense avant tout maintenant, il cherche un service, il ne cherche plus un produit, il cherche des fois une marque, mais dans tous les cas, il ne cherche plus un produit, il cherche un service, il cherche une réponse à son besoin primaire, son besoin essentiel, qui est finalement dans notre métier. Je schématise, mais je veux 20 degrés en permanence chez moi, je veux prendre le contrôle de ma vie, je veux être capable de mesurer, de gérer à distance, je veux mesurer mes dépenses, je veux rajouter un peu d'ENR, je veux rajouter du photovoltaïque parce que je suis dans l'air du temps, etc. Mais je veux surtout récupérer le contrôle et la globalité de ma solution. Donc, comment adresser Alors, il y avait ce premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on est face à des métiers type tertiaire, industriel, etc., le client final était souvent pris en étau entre le fabricant, l'installateur, le mainteneur. Au premier problème qui pouvait arriver, c'était souvent la faute de l'un ou de l'autre. Donc il était confronté à cette vraie situation, à cette vraie problématique pour la gestion de ces problèmes tous les jours. Et en complément de ça, il était dans l'obligation, en fonction de la planète se réchauffe, tout le monde est au courant, il était dans l'obligation, les mœurs évoluent aussi, la climatisation, le chauffage devient une obligation. Donc il était dans l'obligation d'investir des sommes relativement importantes pour climatiser, à mettre du confort thermique dans ces installations. Et la réglementation européenne évoluant tellement rapidement, pour plein de raisons, je ne pense pas que ce soit le lieu de les expliquer là, mais évoluant tellement rapidement qu'il était de plus en plus compliqué pour lui de décider vers quelle technologie se diriger. Il allait peut-être investir plusieurs centaines de milliers sur des produits qui seraient soit obsolètes dans 5 ans, soit dont les pièces détachées ne seraient plus disponibles parce que interdits, etc. Oui, là on parle bien du tertiaire, quand vous dites centaines de milliers d'euros. Tout à fait, ouais. Donc il y a cette problématique où le monde, la planète se réchauffe, il y a des besoins de climatisation, de confort thermique, il y a un consommateur qui souhaite de plus en plus prendre la main et qui cherche un service plus qu'un produit. Donc finalement la logique était de répondre à l'écosystème, de construire un écosystème global qui répondait à ce vrai besoin du consommateur. Et à travers Airwell Lease, alors le mot lease en fait est peut-être mal choisi parce que le lease on ne pense qu'au leasing, etc. Exactement. Mais la réalité c'est qu'on propose un écosystème complet qui va de la réponse aux besoins du client final. On lui propose le produit qui est adapté à son besoin, avec des installateurs et des mainteneurs certifiés, qualifiés, avec une maintenance à distance, donc on lui apporte la sérénité qu'il cherche dans la gestion de tous les jours. Qui est géré par Airwell? Qui est géré par Airwell, tout à fait, oui. Donc des installateurs ou des mainteneurs internes? Partenaires. Non, partenaires. On travaille avec des partenaires. Et on lui rajoute la possibilité d'avoir ce côté court-termiste dans l'installation des produits, ce qui lui permet, à travers une offre leasing de 3 à 7 ans, en fonction de sa capacité d'investissement et du niveau du produit, de pouvoir changer au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans le produit vers une nouvelle technologie qui, elle, sera toujours en ligne avec la réglementation, toujours plus efficace d'un point de vue consommation énergétique,
et qui lui permettra vraiment d'avoir une totale flexibilité sur la réponse à son besoin primaire. Si jamais sa maison, son bâtiment a une évolution positive, il rajoute des solutions. S'il a une évolution négative, on ajuste. Mais dans tous les cas, on lui offre finalement ce dont ce fameux consommateur 3.0 a besoin, à savoir de la sérénité. Et de la flexibilité. Et de la flexibilité et la réponse à son besoin. Et évidemment, le côté financier, le fait que ce soit plus un investissement, mais ça passe en charge, c'est aussi un plus. Mais finalement, ce n'est pas le plus principal. Le plus principal, c'est de répondre à ce besoin primaire qui était je sais que j'ai ce besoin, je veux investir par rapport à ça, mais je veux avoir cette capacité d'ajuster en fonction de mes besoins, de pouvoir me retourner, de pouvoir faire évoluer le produit, etc. Et pourquoi vous avez décidé de le faire dans le tertiaire et pas dans le résidentiel? Est-ce que c'est plus risqué de s'adresser aux particuliers? Non, c'est pas plus risqué de s'adresser aux particuliers, mais la démarche est différente. S'adresser aux particuliers, ça intègre beaucoup de gestion, de vérification de crédit, de capacité, etc. Donc oui, parce que là, ce sont des crédits, ce sont des prêts. Voilà, ce sont des prêts, donc on n'est pas, nous, en capacité de gérer ça. Par contre, on commence à travailler, parce qu'on a une offre qui se construit sur le résidentiel par rapport à ça, et on va travailler avec certains opérateurs pour le proposer. Mais disons que l'offre, à l'heure actuelle, elle est aboutie vraiment dans le tertiaire. On travaille avec un partenaire Siemens Lease, qui nous aide avec la technologie, toute la connectivité, à permettre de mettre en place cette solution. Et le tertiaire industrie, disons qu'il y avait une véritable attente à ce niveau-là. Il y a aussi une attente, en tout cas c'est ce que vous espérez, Thomas Guigui, chez Boostit, parce que vous adressez aux résidentiels, aux particuliers, avec votre chaudière, je le disais, votre chaudière thermodynamique, avec ce compresseur assez novateur. Quel est, le fonctionnement? Vous avez décidé de louer votre équipement, c'est ça? Oui, alors pour repositionner le produit Boostit, donc c'est une pompe à chaleur hybride gaz de 20 kW, donc destinée plutôt à des usages résidentiels de type maison individuelle. Dans l'ADN de Boostit, puisqu'on lance le produit et la commercialisation de ce produit cette année, donc il y a eu 8 années de recherche et développement autour de ça, mais dès le départ dans l'ADN de Boostit, c'était de lutter contre l'obsolescence programmée, donc de faire des produits robustes, fiables, que l'on peut d'ores et déjà suivre à distance et aller même vers une maintenance prédictive du parc produit qu'on va installer. Ensuite, c'est aussi l'objectif et l'ambition de la société, c'est de rendre finalement la technologie accessible au plus grand nombre. Donc c'est aussi de trouver des modèles d'affaires. On est au début de l'histoire industrielle de Boostit, donc on a encore des marges de manœuvre pour réduire le coût de notre produit. Oui, il faut le rappeler, votre ligne de production a ouvert il y a à peine un an, je crois. Voilà, il y a un an environ, on inaugurait notre ligne de production, donc on est au lancement industriel aujourd'hui. Donc on travaille sur la création de nouveaux modèles d'affaires. Et donc le modèle d'affaires autour de la location est un modèle qui nous paraît pertinent, puisqu'aujourd'hui quand on regarde sur le modèle automobile qui maintenant fonctionne très bien en termes de modèle locatif, on peut louer des véhicules performants et haut de gamme à des prix maintenant accessibles, ce qui n'était peu le cas auparavant. Donc, là, on parle bien de location. On ne parle plus de leasing. C'est un autre mode économique que vous avez de la location avec option d'achat ou de la location longue durée. Donc l'année dernière, on a mené une étude de faisabilité soutenue par l'ADEME pour créer ce modèle locatif. Aujourd'hui, il est en place avec un partenaire BNP Personal Finance qui va nous aider à le rendre opérationnel avec des outils, avec les fonds financiers aussi qui vont bien. Donc c'est eux qui vont opérer le financement finalement et porter le risque auprès des clients. Et aujourd'hui, Boostit mène plutôt un travail de lobbying auprès des pouvoirs publics pour adapter la fiscalité de la transition énergétique au modèle de l'économie de fonctionnalité. Ça veut dire d'économie circulaire. L'économie de fonctionnalité, c'est que finalement, on achète un usage. Comme monsieur le disait précédemment, c'est le service plus que posséder un produit. Donc on parle d'économie de fonctionnalité et derrière, en fait, le produit n'appartient pas à l'utilisateur final. Il appartient toujours à celui qui produit au fabricant, à vous, industriel. Alors, en l'occurrence, le fabricant dans ce modèle-là. Et donc aujourd'hui, mais ça fait pas un peu peur, ça, aux usagers, de ne
plus être propriétaire de son équipement? Alors c'est vrai que c'est un nouveau modèle, mais malgré tout on rencontre un certain succès dans ce modèle. On a pas mal de clients qui arrivent vers Boostit et qui sollicitent cette offre, alors qu'on ne contractualise pas aujourd'hui, puisque justement on attend de lever un peu ces freins fiscaux, puisqu'aujourd'hui vous avez une TVA à 20% sur des loyers, alors que si vous achetez un produit, une pompe à chaleur, c'est une TVA à 5,5%. Donc vous avez 15 points de base qui greffent quand même le capital de base, hein, sur lequel vous faites le modèle locatif. Vous n'avez pas le droit au crédit d'impôt, vous n'avez pas le droit au certificat d'économie d'énergie. Donc finalement, le prix de l'appareil au départ, le capital, n'est pas du tout le même. Et donc aujourd'hui, quand on explique ça à un client en particulier, c'est vrai qu'il va plutôt se tourner vers la propriété plutôt que vers la location. Malgré tout, on peut aller vers des services, on peut aller vers un modèle Energy as a Service qui peut plaire à un client où finalement il ne se soucie plus de rien, il s'abonne à une température et il a la fourniture d'énergie, l'équipement qui est entretenu, maintenu et qui peut être changé et récupéré au bout de 7 années, 10 années de contrat, puisque le modèle qu'on a développé, c'est un contrat location longue durée, donc pas de possibilité d'acheter l'équipement en termes de contrat, mais d'arriver avec une nouvelle pompe à chaleur Boostit, nouvelle génération, plus performante, plus connectée, et qui permet aux clients sur finalement un loyer stable de faire plus d'économies d'énergie, puisque nous on est au début de l'aventure industrielle, nos produits sont performants, mais on en fera des plus performants dans les années à venir, et donc c'est sur cette promesse-là qu'on arrive à attirer des clients sur ce type de modèle. Vous parliez de l'entretien, la maintenance, est-ce que c'est comme Airwell, vous avez des installateurs partenaires ou oui, c'est au sein de Boostit? On s'appuie sur D'accord, que vous formez, j'imagine. Voilà, qu'on forme en ce moment. Et puis, comme Airwell, on va aussi avoir un parc de chaudières connectées, donc qui va nous permettre de suivre ces chaudières et d'aller vers même une tendance de maintenance prédictive. Bien sûr, dans l'idée de collecter toutes ces données pour qu'elles vous servent, évidemment. Comme il s'agit d'appareils au gaz. J'ai l'impression que ça met un petit peu de temps quand même. On a à mettre en place cette histoire d'utiliser ces données. La collecte, elle est déjà existante, mais l'utilisation après pour développer de nouveaux produits, on n'y est pas encore. Je ne suis pas l'expert au sein de Boostit sur ce sujet-là, mais connecter de la donnée, faire du big data, c'est très simple. Faire du smart data, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est le traitement de la donnée, savoir quelles données on récolte, quel pas de temps, etc. Parce que ça coûte. C'est des réseaux, en l'occurrence 4G pour Boostit qu'on utilise. Ça a un coût. Donc il y a un modèle économique à trouver derrière qui doit permettre d'apporter un service aux partenaires installateurs, c'est-à-dire quand ils se déplacent pour un dépannage ou un entretien, qu'ils sachent en amont quelle opération il aura à faire, quelle pièce il devra prendre, quelle maintenance il devra faire spécifiquement sur tel ou tel organe de l'appareil. Il faut à la fois du temps et puis des hommes, on va dire, intelligents encore, c'est pas seulement la machine, mais des hommes intelligents qui savent analyser ces données, récupérer les bonnes données au bon moment, avec le bon pas de temps. Voilà. Bon, ça, ce sera l'occasion d'en reparler lors d'une autre émission. Vous avez parlé d'énergie as a service, l'énergie comme un service, heating as a service, ça, ce sont des sujets que vous étudiez énormément chez Delta E, Arthur Joannick. Est-ce que les Français sont prêts? Est-ce que la filière est prête à concevoir ses besoins, le chauffage, le confort thermique comme un service? Alors, est-ce que les Français sont prêts? Je ne sais pas. Il faudrait leur demander exactement. On fait des études consommateurs pour leur poser la question. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment leur expliquer ce concept-là. Mais en Europe, en tout cas, ce sont des choses qui se développent de plus en plus. On voit des gros industriels, on voit des fournisseurs d'énergie, des boîtes de maintenance, etc., qui sont en train de tâtonner, d'offrir des choses et d'optimiser un peu les offres heat as a service, donc du chauffage, du confort en tant que service. Est-ce que ça veut dire que nous, on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins? Il y a quelques freins dont Boostit a parlé, un peu réglementaires, qui n'aident pas, justement, mais je ne pense pas qu'il y ait tellement de retard. Une des premières offres lancées en Europe, c'était celle d'Engie Home Services, justement, dans le résidentiel, qui pour le coup, a l'air d'être plutôt bien reçue par le consommateur. Mais le principe en lui-même de ne pas payer sa chaudière ou sa pompe à chaleur ou quoi que ce soit pour le prix complet qu'on doit le payer, c'est vraiment très intéressant. À l'heure actuelle, si la chaudière tombe en panne, débourser 3 000 €, pour un foyer, c'est beaucoup. Et puis j'imagine que pour vous, industriels, gérer votre parc, c'est d'autant plus facile, non, en leasing ou en location? Tout à fait. Il y a un point aussi que je voulais rajouter par rapport à vos questions. Quand on pense au marché français, où est-ce que le consommateur est prêt, on ne se rend pas compte, en fait, sur le petit tertiaire, on va dire, de la
de l'importance du leasing à l'heure actuelle. La quasi-totalité des maisons de santé qui ouvrent, des dentistes, des cabinets dentaires qui ouvrent, etc., tout est fait en leasing. À savoir que les médecins qui sortent d'école maintenant, je vais parler un peu en leur nom, en général, trouvent des cabinets totalement gérés en leasing. Le matériel ne leur appartient plus, les locaux ne leur appartiennent plus. Il arrive même des fois que les assistantes et tout l'écosystème autour de leur métier ne leur appartiennent plus. Ils arrivent le matin, ils font leur travail et ils n'ont plus à gérer les problématiques permanentes qu'ils avaient à gérer à l'époque. Donc ce modèle économique existe déjà fortement dans le petit tertiaire. Sur la partie résidentielle, elle doit s'adapter parce qu'il faut évidemment passer par tout ce qui est opérateur télécom, la box, Internet, etc. Donc il y a une adaptation à faire, soit via des personnes type Orange, soit via d'autres type NJ. Mais pour la partie petit tertiaire, c'est ce avec quoi vous travaillez. Tout à fait, exactement. Mais pour la partie petit tertiaire et moyen tertiaire, c'est déjà rentré dans l'air du temps. Je vous dis, tout ce qui est maison de santé, les postes en ce moment sont en train de se moderniser. Énormément de choses se font en leasing à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une obligation d'évoluer rapidement, que finalement seul le leasing ou le court terme, moyen terme, 3 à 7 ans peut permettre. Et puis seules les grosses structures, on a l'impression aussi peuvent se le permettre. Vous avez cité Orange, vous avez cité NJ. On travaille par exemple avec des groupements de crèches. Qui sont des petites structures, mais qui font tout en leasing parce qu'elles ouvrent 50 crèches par mois et elles ne peuvent pas se permettre d'avoir une visibilité de financement à long terme. Donc oui, là vous parlez clients, moi j'étais plutôt sur de l'autre côté industriel, fournisseur. On a presque l'impression que les petites structures, les artisans, les installateurs vont peut-être malheureusement souffrir de cette mouvance, non ? Est-ce que... Moi, je pense pas. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le métier d'installateur ou de mainteneur, c'est d'installer et de maintenir. C'est pas forcément de vendre une chaudière, etc. Ce qu'on va leur demander à la fin, ça va être juste d'installer et de maintenir. C'est ça qui va être intéressant. Ils vont pouvoir faire plus de choses dont ils sont capables. Ils vont avoir moins de soucis administratifs. Ils vont avoir moins de problèmes de financement, etc. Donc s'il y a derrière... Oui, en devenant partenaire d'une entreprise telle qu'Awell ou voilà. Exactement. Donc si derrière il y a de la structure qui est en place pour aider à faire ça, pour eux, vendre du service au consommateur final, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de vendre une chaudière. Les clients finaux qui vont essayer ensuite de comparer différentes offres, différents prix, les marques, etc. C'est pas très intéressant. Si on vend au client 21 degrés dans la maison à tout moment quand vous le souhaitez, là ça parle au client. Et l'installateur, lui, n'a plus qu'à installer la chaudière, recevoir les données et les codes erreurs quand la chaudière ne fonctionne pas bien, et ensuite s'adapter en fonction de ça. Et ça, pour eux, c'est un modèle économique beaucoup plus intéressant, et ça va être sûrement plus attractif pour les jeunes installateurs qui débarquent. À l'heure actuelle, on manque de main-d'œuvre en France. Vous voulez dire que ça peut rendre la filière sexy, en quelque sorte ? La connectivité, le digital, oui, exactement. Donc, moi, je suis un installateur qui arrive sur le marché, j'ai pas de clients. Je vais regarder les nouveaux modèles qui arrivent et donc le digital, kit de service, etc. C'est peut-être quelque chose sur lequel je peux me positionner et me développer beaucoup plus vite sans avoir à démarcher mes clients, sans avoir à régler les problèmes administratifs, etc. Donc je pense que ça peut vraiment faciliter la filière. Justement, les installateurs auxquels vous avez affaire, comment ils réagissent suite à vos propositions chez Awell, chez Boostit ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils sont un peu hésitants à tenter l'aventure avec vous ? Ils sont ouverts côté Boostit en tout cas, parce que déjà nous on change un peu le mode de distribution sur la vente de l'appareil, c'est que Boostit vend directement au client final. Oui, vous court-circuitez tout. Voilà, on ne passe pas par des réseaux de distributeurs, on ne vend pas nos appareils aux installateurs non plus, puisqu'on a une politique de l'économie de la fonction, on va dire, où on rémunère le métier de l'installateur. Donc s'il réalise l'installation, on le rémunère pour ça, pour la vente ou l'apport de contact également. Donc on est déjà un petit peu dans cette nouvelle économie, on va dire, au niveau de Boostit, et on a plutôt un bon accueil qu'on confronte aujourd'hui à Interclimat, et ça fonctionne. Combien d'installateurs actuellement vous avez formés ? Aujourd'hui, on commence à construire notre réseau d'installateurs, voilà, on est en train de structurer par rapport aux premières commandes qu'on a pu enregistrer depuis le début de l'année, et donc l'objectif c'est de le densifier et de couvrir l'ensemble du territoire français d'ici la fin de l'année. D'accord, bel objectif. Chez Awell, les installateurs, les mainteneurs, ils réagissent comment ? À notre niveau, disons que nous, on a une approche un petit peu différente, à savoir qu'on ne court-circuite pas la chaîne habituelle. Donc on vend évidemment à nos partenaires installateurs, partenaires distributeurs, etc. Dans le tertiaire, c'est plus souvent en direct installateur. Maintenant, il est clair que certains installateurs qui sont sur des méthodes un peu à l'ancienne, sans vouloir être péjoratif, ont du mal à comprendre l'intérêt. Mais si on explique bien, si on les intègre complètement dans cette organisation,
ils comprennent tout à fait que, alors je vais parler un peu business, mais le coût d'acquisition d'un lead, ce qu'on appelle d'un lead, donc d'une affaire, il est extrêmement important. Et en effet, il y a une pénurie de personnes, il y a une pénurie d'installateurs, donc ils sont tous surchargés. Et apporter à un installateur, comme vous le disiez, un jeune installateur qui s'installe, ou même une société établie, lui apporter via cette offre du contrat, du projet, clairement pour son métier, pour son expertise de l'installation, et que lui, finalement, il doit se concentrer sur son expertise, sans avoir à se soucier a posteriori, alors, en amont de l'acquisition de ce lead, de ce contrat, et en aval, a posteriori, de la gestion financière, du paiement, de la garantie, de ça lui apporte une vraie garantie, une vraie sécurité, et de se focaliser finalement sur son métier. Et de la même manière, on l'a vu, hein, la chaîne d'installation se professionnalise et se spécialise. Les installateurs font de plus en plus que de l'installation et sortent de plus en plus de la maintenance. Et les sociétés de maintenance se spécialisent aussi, font de plus en plus de la maintenance. Donc finalement, même à ce jour, en raison du quasi plein emploi qu'on vit sur nos marchés, les installateurs n'ont plus le temps de gérer la maintenance des chantiers qu'ils installent. Donc ils ont l'obligation de se spécialiser encore plus sur leur expertise. Et finalement, on leur apporte ce dont ils ont besoin, des projets et des mainteneurs derrière pour prendre en main la suite de leur chantier, sachant que ces mainteneurs n'ont pas pour but non plus d'installer. Donc s'il y a de nouveaux contrats derrière, ça retourne sur le côté installateur. Donc ça permet de créer vraiment un écosystème où tout le monde a l'expertise de son métier. Mais ça prend un peu de temps à expliquer. Oui, c'est ça prend du temps. Vous parliez tout à l'heure de cette offre que vous mettez en place pour le résidentiel avec un opérateur. Qu'est-ce que ça va être ? On discute avec 2 opérateurs télécoms pour l'instant. Donc là, vous passez directement par le réseau. À notre niveau, en effet, on a l'impression que des opérateurs télécoms sont plus à même de gérer la mensualisation et la gestion du client final, ce que nous, fabricants, n'est pas en capacité de faire, ni nos supports financiers. Donc en effet, on discute avec 2 opérateurs pour intégrer l'offre énergie finalement à leur maison connectée. Donc je paierai mon abonnement box avec mon abonnement chaudière. Dans tous les cas, notre offre connectée ne peut passer que par une connexion Internet. Donc ça a tout à fait une logique à intégrer ça à cette offre télécom. Et là, encore une fois, l'installateur mainteneur doit aussi gagner en compétences à ce niveau-là. Tout à fait. Ouais. Comment vous l'imaginez l'avenir du chauffage, du confort thermique en France 2020, 2021, 2030 ? Allez, on va voir un petit peu loin. Je pose la question à chacun. Arthur, peut-être ? Vous avez peut-être une vision un petit peu plus générale du système ? Nous, on voit ce modèle d'affaires exploser, hein, carrément. C'est le début, c'est tout nouveau, mais c'est vrai qu'on a établi plein d'arguments qui font du pour ce marché-là. Le problème à l'heure actuelle, en fait, c'est qu'il y a les entreprises qui développent ces offres n'ont pas encore tout optimisé pour comprendre les risques et les financiers, les risques financiers surtout. Il y a 5 grands risques. Il y a les risques financiers, on en parlait, c'est vraiment d'acheter les produits, c'est vraiment pas quelque chose dont les installateurs gèrent en général, ou les grandes boîtes. Ensuite, il y a les risques de performance de l'appareil. Souvent, quand on vend du chauffage as a service, on vend soit une température, soit on vend une performance énergétique à la sortie du produit. Donc prendre le risque que le fabricant ait le bon produit et que le produit soit efficace. Ensuite, il y a le risque de performance technique. On parlait de maintenance connectée. Mais oui, en fait, si le produit, on a besoin de le réparer tous les 6 mois, il y a un risque à prendre. On veut vraiment optimiser ça. Ensuite, il y a le risque utilisateur. Si on vend au client final chauffage illimité, par exemple, il y a le risque que les clients ouvrent leurs fenêtres tout le temps et qu'on gâche, etc. Donc ça, c'est très important. Et un risque auquel on ne pense pas encore trop, mais c'est le risque d'énergie. Dans plusieurs cas, on commence déjà à intégrer l'électricité ou le gaz dans l'offre. Donc on n'a pas besoin de payer ça. Et certains acteurs ne demandent pas aux gens de payer ça. Et donc, vous prenez le risque d'acheter le gaz ou l'électricité en amont. Si vous avez un contrat de 10 ans et que dans 10 ans l'électricité a triplé, vous avez pris le risque de perdre là-dessus. Donc il y a énormément de risques à gérer pour ces entreprises-là. Elles sont en train de réfléchir, elles sont en train de faire des tests, elles sont en train d'optimiser. Je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura vraiment 2-3 modèles d'affaires qui vont vraiment être à fort appétence client. Et ensuite, la filière va vraiment se développer. Et dans certains pays en Europe, c'est déjà le cas, c'est déjà optimisé et ça commence à se développer assez rapidement. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a plus de 100 000 chaudières qui sont déjà en connecté et en leasing. Et ça, c'est quelque chose qui est à forte appétence pour les clients là-bas. Donc il n'y a aucune raison qu'en France, ça ne se passe pas. Donc très positif. Très positif. Avis que vous partagez, Laurent, j'imagine ? Complètement. Quand on voit l'évolution déjà du marché simplement dans le schéma habituel de vente, on est sur nos métiers, on est sur du plus 20, plus 25, plus 30. Je pense qu'on ne fait pas lire beaucoup d'autres secteurs industriels. Donc il y a un marché qui n'est toujours pas mature, que ce soit en France ou en Europe. Donc il y a encore énormément de parcs à installer.
On est sur des réglementations européennes qui nous aident grandement, à savoir qu'on n'en parle pas assez, mais l'Europe, il y a une vingtaine d'années, a vraiment mis en place des réglementations qui peuvent paraître comme des contraintes, mais qui sont faites en fait pour remettre de la marge et de l'industrie en Europe, donc pour faciliter la vie et pour aider les industriels européens face à des imports externes. Donc on est sur une tendance où tout est fait pour que l'industrie et le marché européen se développent, avec des produits de plus en plus propres d'un point de vue environnemental. Donc on est sur une tendance forte, une communication permanente sur les économies d'énergie, le photovoltaïque, les ENR, la thermodynamique, donc le produit type pompe à chaleur est quasiment la seule technologie qui peut permettre de répondre aux ambitions européennes en termes d'efficacité énergétique. À ce jour, d'autres font des efforts, mais ils vont avoir beaucoup de mal à avoir une telle efficacité énergétique, donc il n'y a pas beaucoup d'autres choix technologiques. Donc on est, nous, sur une tendance extrêmement positive. Et en effet, l'évolution du comportement du consommateur ne peut qu'amener, comme vous le disiez, que sur cette logique de location, finalement, de location ou de leasing, parce que les technologies, parce que les réglementations, parce que tout ça évolue tellement vite qu'on ne veut plus se permettre d'investir des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros ou des centaines sur des produits obsolètes. Vous le faites, vous, à titre particulier. Vous pensez que ça fait peur le leasing en chauffage, mais vous changez votre télé tous les ans. Et c'est devenu une habitude. Donc c'est de plus en plus de personnes maintenant sont en voiture en leasing, etc. C'est des choses qui il y a 5-6 ans n'existaient pas. Mais tous ces objets, le téléphone, on le change tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, la télé c'est pareil. Donc c'est finalement, on est sur les mêmes logiques de recherche, d'évolution permanente et de finalement consommer aussi de moins en moins. Parce que l'énergie, en plus en France, l'électricité est peu chère pour l'instant, mais elle va continuer d'augmenter. Voilà. Va continuer d'augmenter. Donc forcément, on va passer sur des solutions qui sont de plus en plus économiques. Et finalement, ça va être moins cher pour vous de changer au bout de 3 ans sur un nouveau produit que de garder votre produit qui consomme beaucoup. Oui, mais du coup, il faudrait aller peut-être voir un autre industriel, parce que si l'industriel avec lequel vous aviez un contrat ne propose pas de solution qui vous correspond... C'est à l'industriel de s'adapter après. Voilà, c'est ça. Le mot de la fin sera pour vous, Thomas Guigui de Boostit. Oui, je vais être cohérent avec les interventions précédentes. Le marché appelle des solutions de plus en plus efficientes. Les enjeux de la transition énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique, il y a une vraie on sent qu'il y a une vraie prise de conscience aussi. Le marché appelle de plus en plus les produits type pompe à chaleur pour les besoins de chauffage. Donc c'est vertueux. Nous, on a cette proposition sur le vecteur gaz. Il faut verdir aussi le mix énergétique, donc de produire de l'électricité ou du gaz avec des énergies renouvelables. Donc c'est le développement, ça passe par le développement de la méthanisation en ce qui concerne le vecteur gaz. C'est un autre sujet, mais oui, effectivement, exactement. C'est important. Et puis je dirais aussi l'intérêt de ces offres de leasing, ça va inciter aussi toute la filière industrielle à produire des équipements plus durables et qui sont reconditionnables. Dans le modèle, il y a une remise en question. Voilà, dans le modèle nous qu'on a créé, on a regardé aussi finalement au reconditionnement de nos chaudières, parce que récupérer une Boostit 20 au bout de 7-10 ans, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, c'est pas de l'acheter à la poubelle et de reproposer un nouvel équipement au client. Donc c'est de dire, voilà, est-ce qu'elle est reconditionnable, à quel coût et comment on la remet sur le marché. Donc il y a aussi toute une filière, je dirais, de la seconde monte, si on peut l'appeler comme ça, autour de la pompe à chaleur qui est reconditionnée. Donc est-ce qu'elle part sur des pays à moins fort pouvoir d'achat et on propose des équipements performants qui seront toujours performants, ou est-ce qu'on crée finalement un marché comme aujourd'hui, vous pouvez peut-être louer un iPhone génération précédente un peu moins cher qu'un iPhone de la nouvelle génération, mais l'idée c'est justement pas aussi créer cette société de consommation où finalement on produit des équipements, on les change tous les 7-8 ans et puis on jette les anciens à la poubelle. L'idée c'est vraiment aussi de créer cette filière de seconde main qui permet d'adresser finalement d'autres typologies de marché, d'autres besoins, d'autres clients qui seront ravis d'avoir une pompe à chaleur ou des équipements efficaces reconditionnés à des coûts plus compétitifs que les produits qui sortent dans l'année en cours. Donc le confort thermique en location et surtout confort thermique écologique. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis, bien sûr, rendez-vous sur Interclimat et ce podcast On réinvente le chaud est à écouter sur génieclimaticmagazine.fr. Merci. Merci. C'était On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook.